Alors salut frérot, bienvenue sur Basketball Talk. Ouais. Je suis ravi d'accueillir un joueur exceptionnel dont le parcours est un véritable modèle de travail acharné, de discipline, Vincent Poirier. Salut, ça va? Bref, frérot. Alors Vincent, on se connaît depuis un petit moment, on se connaît de Paris. Parle-moi un peu de tes débuts. Comment tu t'es mis dans le basket? Est-ce que quelqu'un t'a mis dans le basket? Parle-moi un peu de tes débuts dans le basket. Pour moi, déjà, je faisais du foot. J'étais un footeur à 17 ans après. Et c'est vrai que je commençais à être grand. Moi, c'était, tu vois, avec mes potes, on allait au foot, comme on le faisait depuis tout petit. Et quand je passais au lycée, du coup, mes potes dans ma classe faisaient du basket. Ils m'ont dit, ouais, faut que tu viennes, tu fais 2m8, machin, faut que tu viennes essayer. Donc, vas-y, l'année d'après, moi, j'étais juste pour délirer avec les copains, moi, je m'en fous, tu vois. Donc, j'y suis allé. Et après, à partir de là, tout est allé assez vite parce que j'ai pris une licence dans le club à côté de chez moi. C'est remonté aux instances. Ils ont vu un gars de 2m10 apparaître de nulle part. Donc, ça a commencé à me provoquer un peu à gauche, à droite. Et voilà, et j'ai finalement fait les détections à Paris-Levallois. Et qui m'avait dit de revenir tous les lundis jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, j'ai eu mon contrat espoir. Et voilà, j'ai fait mon cursus espoir. Et après, je passais pro. Donc du coup, tu as commencé très tard, quoi. C'est un cas rare même. Ouais, après j'avais les caractéristiques quand même pour, tu vois. Donc j'étais grand, j'avais toujours fait du sport, donc je pouvais courir, j'étais mobile, j'étais... Athlétique. Voilà. Athlétique, moi j'avais la de foot, tu vois, donc sauter, truc, machin, c'était pas trop... Je pouvais courir, un grand, assez rapidement, c'est sur ça, la coordination des membres, le truc, c'était surtout ça. Et puis après, voilà, il a fallu s'y mettre, apprendre les règles, savoir jouer avec un ballon, avec les mains plutôt qu'avec les pieds. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir quand même des gens qui croyaient en moi et qui m'ont fait bosser, tu vois. Donc c'est vrai que ça a été assez rapidement parce qu'au bout de 2 ans, j'ai commencé à intégrer les pros. Tu sais, comme on fait en 3e année espoir, en interne. Donc voilà, mais à la fin, je passais pro. Donc c'était une belle progression en 3 ans à peu près d'avoir réussi à faire ça. C'était incroyable. Et du coup, j'imagine que tu as dû bosser énormément. Ouais, en plus à côté j'avais un peu l'école, du coup c'était un peu compliqué, mais bon, je faisais la DTR, tu vois, et puis je savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là, les études c'était pas trop ça. Donc voilà, ça me permettait aussi de me concentrer sur une chose différente, et voilà, donc je m'y suis mis à fond. Du coup j'ai arrêté les études, et vraiment je me suis donné à fond, et à ce moment-là en plus j'ai perdu mon père, ce qui m'a donné une motivation supplémentaire, on va dire. Et voilà, mais moi je travaillais, j'étais dans la salle, voilà, toujours. Mais du coup, si je me souviens bien, t'as fait un passage à l'INSEP, c'est ça? J'ai pas très bien compris. En fait, quand je suis passé pro, j'ai fait 1 an à Hier-Toulon. Ouais, et en fait, j'ai un contrat de 3 ans parce que quand tu sors d'espoir, c'est 3 ans. Ouais. La première année en Pro B à Hier-Toulon, et la 2e année, en fait, Paris veut me reprendre et je joue pas en fait. Ok. Et à ce moment-là, on voit avec mon agent, etc., ce qu'on peut faire, et on découvre qu'il y a la licence AS, je crois que ça s'appelle, qui te permet de jouer en N1 parce que c'est pas le même niveau, et qui te permet de jouer avec les pros de Levallois, tu vois. Donc on a réussi à mettre ça en place, donc j'allais jouer à l'INSEP, j'ai dû faire 5-6 matchs, voilà, pour aller continuer à jouer, tu vois, pour garder le rythme, parce que quand t'es jeune, il faut que tu joues. Okay. Et au bout de 5-6 matchs, je crois qu'il y a un de nos bigs qui se blesse et l'autre qui se fait cut. Du coup, il reste plus que moi. Et voilà, c'est là où l'aventure commence, on va dire. Super. Et du coup, après, tu es parti en Espagne. Du coup, tu connais bien le championnat espagnol, tu as fait Basconia. Du coup, ta 2e année, tu as fait une superbe année. Tu as cartonné ta 2e année, franchement, tu avais fait une grosse saison, je me souviens, tu as fait des chiffres exactement en tête. Et maintenant, Madrid. Alors, comment tu peux comparer un peu les deux différences, la différence entre la Ligue française et la Ligue espagnole? C'est quoi la différence? Elle est moins athlétique, moins physique que la Ligue espagnole, mais elle est plus... Je ne veux pas dire plus intelligente, mais c'est plus tactique en fait. Il y a beaucoup de tactiques mises en place pour chaque match. Voilà, les joueurs sont très très forts. C'est dû aussi au fait qu'il y ait des grosses écuries comme Barcelone, comme Madrid, Valence, Baskonia, etc. Donc le niveau est plus élevé. Tu peux jouer contre le dernier et en prendre un.
voilà, c'est quand même dense en qualité. Et voilà, mais après la France, c'est vrai que c'est physique, ça court. Tu le vois quand tu joues les équipes françaises, c'est toujours relou. D'ailleurs, Monaco, à chaque fois, c'est des belles batailles épiques. Après, Monaco, c'est un peu différent parce que voilà, ils ont quand même des joueurs type Euroleague. Donc ça reflète pas forcément le championnat, on va dire. C'est vrai. Mais oui, non, tu vois, quand on joue l'Asvel, par exemple, qui est une équipe très physique, tu sens que voilà, c'est relou. Nous, les joueurs espagnols, c'est plus dans le talent, dans le skills, etc. Donc les joueurs de basket. Voilà, c'est ça, le IQ, je pense, c'est un peu plus élevé en Espagne. Mais les choses sont vues différemment, je pense. Ok. Et du coup, alors, tu joues aussi en Euroleague. Quelles leçons importantes à tirer de cette expérience en Euroleague? Tu joues au meilleur niveau qui se fait en dehors de la NBA. Et je pense que c'est, beaucoup le disent, le niveau de basket pur ici est très élevé parce qu'il y a beaucoup de tactiques, il y a des coachs intelligents, il y a les joueurs, etc. Et voilà, si tu comprends pas, tu joueras pas, tu vois. Donc, voilà, toutes les possessions sont importantes, tu le vois, voilà, il y a et t'as des villes où quand tu y vas, tu sens que tu vis le basket, tu vas vivre un cauchemar, tu vois. Et ça, par exemple, à Belgrade. Ouais, voilà. Et puis c'est calmé encore un peu. Hein. En NBA, c'est un show, ça reste un show. Là-bas, c'est des religions. Genre, tu supportes Belgrade, tu supportes l'Étoile Rouge ou le Partizan, c'est une religion. Ils sont prêts à se foutre sur la gueule pour ça, tu vois. Et c'est là où tu vois que quand tu vas là-bas, c'est une ambiance. Pas t'as peur, mais tu sais, c'est pas un show, on est là pour jouer au basket. Tu sais que si tu fais un petit truc là, tu vas te faire huer, ça peut partir en couille. Ah ouais. Donc voilà, mais franchement, pour tout joueur de basket, si t'as envie un jour de vivre ça, c'est incroyable. Genre, tu vas dans moi, je me rappelle l'année dernière quand on fait la série contre le Partizan, il y a 2-2, non, il y a 0-2, on va là-bas. C'était un enfer que nous attendait. Il y a eu la petite histoire de bagarre et tout. On pouvait pas s'entendre. Genre, on arrivait sur le terrain pour s'échauffer, c'était humé, trucs. On se faisait insulter. Ils vous ont jeté des trucs ou pas? Parce que moi, je me rappelle à l'époque, on a jeté des prestats. Justement, il y a eu beaucoup de discussions à propos de ça. Voilà, le coach adverse au Barbelich, il avait dit ouais, non, on va s'assurer, on demande à supporter. Il avait dit vous pouvez chanter, vous pouvez crier, trucs, pas. Lancez pas, faites pas les cons, tu vois. Donc, je me souviens, c'était abusé, on avait des parapluies. Ouais, non. Nous, il n'y avait pas ça, mais toute la sécurité qu'il y avait, j'avais bloqué toutes les routes quand on arrivait à l'aéroport, on s'était déplacé d'une certaine façon, le bus venait nous chercher directement en bas de l'avion et tout, ils avaient fait tout un truc pour que il n'y ait pas de dérapage sur la route vers l'hôtel, on avait des gardes du corps et tout. Voilà, c'était vraiment chaud. C'est là où tu vois que le basket, c'est vraiment, genre, chez eux, c'est une religion et quand tu vas jouer là-bas, c'est dingue. Oui. Et du coup, tu as parlé de la NBA, tu as fait un séjour à NBA, notamment au Celtics. Parle-moi un peu de ton séjour à NBA. Comment c'était comparé à l'Euroleague, complètement différent, j'imagine? Écoute, tu rentres dans la NBA, tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte que là-bas, tu continues ta carrière, on te signe dans NBA et tout. Donc, tu vois, tu dis c'est normal, enfin, c'est la progression que je cherche à avoir. Donc, machin, et puis tu rentres à NBA et puis tu vois les joueurs que tu vois à la télé, tu vois comment ça, les enceintes NBA, tu vois tout ce qu'il y a autour, l'infrastructure, voilà, tout ce qui est mis autour, le show. Ouais, en fait c'est ça. Il y a les gens à la télé voient que la NBA, les matchs, etc. Mais autour de ça, il y a tellement de choses et les stats, les trucs. Chaque joueur a 5 coachs autour de soi. Voilà. Tu sais, moi, au début, pareil, quand j'étais à Victoria, j'étais pas encore NBA, je comprenais pas, tu sais, les petits jeunes, pourquoi vous venez pas en Europe jouer, tu vois. Et en fait, j'ai compris que ça allait plus loin que juste le basket, tu vois. Il y avait tellement de trucs autour de la NBA que t'as envie d'y rester, que ce soit pour ton après-carrière, que ce soit pour ce que tu peux y faire là-bas, etc. Il y a tellement de choses que peut t'apporter la NBA quand tu y es, que l'Euroleague ne peut pas te l'apporter, tu vois. Et ça, c'est des trucs que tu comprends quand tu vas là-bas et tu réalises que c'est pour ça que les gens ne veulent pas forcément revenir, parce que il y a ça aussi, tu vois. Et ça compte parce que ça tourne après-carrière, parce que, etc. Et c'est des choses importantes, tu vois. Mais ouais, la NBA, c'est un monde au-dessus. Tu vois les salaires, etc. Ça n'a rien à voir en Europe. Mais je pense qu'au niveau des émotions
que tu peux avoir quand tu vas dans certaines villes, faire certains matchs, etc. Je pense que ça peut être équivalent à des Game 7 où il y a des buzzer beaters, etc. Tu vois. Okay. Là, quand tu vis le truc, c'est lourd. Et ben là, je pense au niveau des émotions, tu peux vivre bien. Et du coup, j'imagine qu'à Madrid, ça doit être fou aussi l'ambiance. Hein. Non, Madrid, le gymnase est grand en fait, et bon, il n'est pas tout le temps rempli. Et à Madrid, c'est un peu dans le même délire. Tu sais, tu viens voir le Real Madrid, c'est c'est comme quand tu vas voir LA, quoi. Comme quand tu vas voir le foot à Bernabéu, c'est une expérience. Tu vas voir une équipe la meilleure équipe du monde. Donc c'est un peu dans le même délire. On n'a pas une fanbase qui est comme le Partizan ou le Fener, etc. Mais on a des gars qui sont là tout le temps, à chaque match, et voilà, ça apporte quand même une atmosphère. Et c'est le Real Madrid, donc il y a quand même des gens qui viennent. Mais le gymnase est grand, donc c'est compliqué de le remplir avec le foot. Alors, la discipline et le travail acharné sont essentiels dans le sport. Comment tu maintiens ton niveau et ta condition physique au quotidien? Bah écoute, ça c'est... Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu fais. En fait, c'est ça, les gens pensent vraiment que être pro, c'est s'entraîner 2 heures par jour et après t'es libre. Mais en fait, être pro, c'est tout ce que tu fais, tu y penses. Parce que t'as entraînement, faut pas que tu sois fatigué. Parce que t'as match, faut pas que tu sois fatigué. Parce que ceci, parce que cela. Donc en fait, être pro, c'est H24, tu vois. Genre, là, on va aller se promener avec la petite. Ouais, mais pas trop parce que demain j'ai entraînement, après un match, on enchaîne les matchs. Faut aussi que je me repose, je peux pas, tu vois. Donc c'est plein de trucs où il faut que tu fasses attention. Après, il y a les trucs que tout le monde connaît, la nourriture, voilà, bien dormir, les bains froids, tu vois, s'occuper des massages, s'occuper de son corps correctement. Et voilà, pour rester in shape, il y a rien de mieux que de jouer, tu vois. Donc, plus t'es bon, plus tu joues. Et c'est vrai que je vois la différence. L'année dernière, j'étais moins bon, j'étais moins bien. Et c'est vrai que avoir le rythme quand t'es pas bien et que ça s'enchaîne, c'est compliqué et que tu joues pas. Et là, cette année, c'est vrai que je joue plus, je me sens mieux. Et c'est vrai que le rythme, c'est facile en fait. T'enchaînes les matchs, tu joues, tu sens moins la fatigue. Ok. Et du coup, est-ce que tu te prépares différemment maintenant que tu es vraiment du haut niveau mentalement? Est-ce que tu as appris, est-ce que tu prends au sérieux le mindset? Qu'est-ce que tu penses du mindset? Non, après, je te dis, moi, ça fait... en fait, je crois au fait que ton corps se souvient de certaines choses. Ça veut dire qu'avant tous les matchs, je fais la même chose. Routine, du coup. Tu vois, donc ça veut dire qu'avant tous les matchs, mon corps sait que là, on va envoyer. Ok, donc tu te mets en mode voilà, guerrier. On fait toujours la même chose, mais même mentalement, tu vois, genre mentalement, je sais que là, après ça, il va y avoir un match, je vais faire mon vélo, je vais faire mes routes, je vais faire mes trucs, machin. Et je sais qu'à ce moment-là, tout le mécanisme va se faire que je vais me mettre en mode game et que voilà. Ok, la routine, c'est essentiel. Alors, en tant que joueur expérimenté, quel est ton point de vue sur le développement du basket en France? Écoute, je pense qu'il y a des équipes qui par rapport à quoi? À l'image Par rapport vraiment au développement personnel des joueurs. Écoute, je pense que de plus en plus, on fait confiance aux jeunes. Tu peux le voir avec les Nadjerifi, les Mathieu Strazel, Sylvain quand il était là, le gars de Bourg, là, Rizaché. Voilà, je pense que de plus en plus, on a le projet des jeunes et que c'est important de l'avoir. Et on voit qu'ils peuvent jouer et qu'ils peuvent dominer dans les championnats et en Europe aussi, parce que Nadir, il est meilleur scoreur de l'Eurocup, je crois. C'est ça. Donc, écoute, avant, c'était pas forcément le cas. C'était compliqué, ouais. Et je pense que de plus en plus, les gens, voilà, il y a aussi cet objectif de draft pour des joueurs et ça apporte de la lumière aussi sur les équipes. On l'a vu avec Victor. Ouais. Donc je pense que de plus en plus, ça devient quelque chose qu'ils font naturellement. Mais voilà, je pense que le système en France est pas trop mal parce qu'on a quand même des bonnes sorties de joueurs, des bons joueurs qui jouent, qui vont dans des championnats plus grands, etc. Donc je pense que le système est pas mal. Voilà. Mais non, je pense qu'il s'améliore. Ok. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes Français, jeunes joueurs basket français? Bosser, faites pas la tronche si vous jouez pas, et puis voilà, faut y croire. Il y a des solutions qui existent, comme moi je l'ai fait avec la N1, ça a servi à d'autres joueurs. Nils Sako y allait, il y en a d'autres.
Et voilà, faut pas être frustré, il faut écouter les anciens. C'est eux qui ont les meilleures infos sur comment se passe une carrière, comment gérer les choses. Et voilà, bosser, hein, pas de secret, et avoir confiance en soi, ça change tout. Et c'est clair. Et Vincent, écoute, tu sais, je suis heureux que tu aies dit que être un pro, c'est pas que 2 heures d'entraînement, et que c'est vraiment un tout. Parce que c'est vrai que moi, j'entraîne des jeunes, et du coup, quand je leur parle de ça, bon, c'est compliqué. Tu vois, c'est vrai que quand tu es pas dans le monde du professionnalisme, c'est compliqué de comprendre que si tu sors ou si tu t'entraînes à 7h du matin et que tu rentres chez toi à 5h du matin, bon, c'est pas cohérent, tu vas pas être performant. Et que surtout, il faut répéter, être discipliné. Et ça, c'est un problème que j'ai avec des jeunes que j'entraîne, la discipline, tu vois. Parce que quand tu es discipliné, du coup, il va falloir faire des sacrifices. Tu peux pas sortir aussi tard, tu peux pas boire, tu peux pas... Ça, en fait, c'est quelque chose que malheureusement, tu apprends juste avec les années qui passent, en fait. Ouais. Parce que bon, tu arrives à un certain âge où ton corps répond plus de la même façon. Et donc tu comprends que tu peux pas faire le compte de ta vie, que se rentrer à 5h du mat, dormir 2 heures, c'est plus possible. Et que voilà, ça, tu sais, si tu veux jouer dans le temps et avoir une longue carrière et être successful, tu peux pas sortir tous les jours. Il y en a qui le font, il y en a, j'en connais. Oui, c'est des mondiales, quoi. C'est des cas uniques. Même pas, mais c'est des gars, voilà, c'est en eux, leur corps. C'est en train de vie, quoi. Voilà, ils ont l'habitude de ça, et puis c'est pas n'importe qui, tu vois, genre, c'est pas le petit joueur de HCB ou truc, ou de Euroleague, voilà, c'est des joueurs qui, bon, déjà, ils savent ce qu'ils font, et voilà. Mais non, c'est important, avec l'âge, tu le comprends, c'est pour ça que je te dis écouter les anciens, parce qu'eux, ils savent. Donc ça veut dire que si demain, tu fais le compte tous les soirs, au bout d'un moment, ton corps, il va le ressortir, et tu vas pas réussir. C'est clair. Et même pour l'image, les clubs le savent. Tu sors, les machins, ils le savent. Ça, c'est un truc important, c'est que les clubs se parlent. Malheureusement, et les clubs NBA le savent. Moi, je connais des clubs NBA qui ont recruté, qui ont drafté des joueurs, et ils disent, ouais, mais lui, il fout la merde, le truc, tu vois. Et ils savent tout, parce qu'ils demandent, ils nous demandent. Moi, j'ai des scouts qui m'appellent pour des joueurs. Ouais, lui, il est comment, lui, truc. Après, bon, t'as vu, on n'est pas des salons, on va pas enfoncer les petits. C'est clair. Donc, voilà, la plupart, en plus, c'est des petits que je connais, que je sais qu'ils font rien. Mais il y en a, je pourrais les descendre, machin, mais c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le fais pas, mais ils posent des questions à d'autres joueurs qui peut-être vont le faire, tu vois. C'est les scouts, même les coachs peuvent le faire, quoi. Les coachs le savent, tu vois. Il suffit qu'un coach, ils peuvent pas libérer un assistant au truc, il va te descendre, ouais. Tu vois. Donc, voilà, faut faire attention à tout, parce que si tu veux aller au plus haut niveau, tout se sait. C'est clair. Du coup, comme tu as dit, c'est une image globale, quoi. Ouais, ce que tu manges, ton image sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vas à la salle, comment tu traites les gens. T'as dit quoi, pardon? Tu vas à la salle en avance, voilà. Ce que tu travailles avant, après. Le travail dur. C'est ce qui nous intéresse, la mentalité que t'as, tu vois. Les gars comme Victor et tout, moi je sais, parce que je connais des gens qui le connaissent et je le connais un peu. Le gars est bosseur. Aucun problème. Numéro 1, sans problème, parce que tu sais qu'il a la mentalité pour, il a la confiance pour, il travaille pour. Voilà, c'est un des gars qui travaille le plus d'être au monde, tu vois. Et ça, les équipes le savent. C'est pour ça que lui, il était premier, tu vois. C'est faux, ça. Ok, alors Vincent, dernière question. Si tu avais une chance d'envoyer un message à ton toi de 14 ans, quel serait-il? Écoute, fais confiance aux opportunités, continue comme tu le sens et ça va bien se passer. Hein. Okay. Vincent, un immense merci pour ta présence. Merci d'avoir partagé tes expériences et tes pensées. C'est un véritable plaisir et merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Basketball Talk. Frérot, merci. T'as assuré ouf. C'était lourd. Je t'ai fait partager tout mon savoir.